Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième saison de mes parties jouées en réel. Alors, ce que j'appelle la coupure de la saison, c'est au moment des vacances d'été. Pourquoi? Parce que tout ce qui est les championnats suisses par équipe, toutes les parties sont interrompues pendant la trêve estivale. Puis il y a également les gros tournois, il y a le championnat suisse de partie longue, puis il y a également le Festival de Bienne qui est un très grand tournoi en Suisse qui a d'ailleurs été joué par Julien Song l'année passée. Donc cette partie-là, elle reprend le 20 août 2022, la reprise du championnat suisse par équipe. On joue à domicile contre l'équipe de Münzingen. Et juste pour mettre un petit préambule avant la partie, avec notre capitaine, on a regardé pour faire une formation un petit peu stratégique. Parce qu'ils ont un joueur qui a 2000 Elo et il joue tout le temps la même chose. En fait, il joue tout le temps avec les blancs. Depuis 2 ans maintenant, on a regardé sa fiche, à chaque fois il joue avec les blancs. Et c'est un joueur d'anglaise, donc il joue le coup C4. Et moi je me dis, ok, ça peut être une bonne chose d'essayer de le cibler parce que il faut que je me fasse une prépa sur C4. L'anglaise, c'est l'une des ouvertures où j'ai de la peine à jouer quand j'ai les noirs. Je me dis, ça peut être un bon exercice de se faire une prépa et puis de pouvoir lui la envoyer. Évidemment, vous voyez la douille arriver. Ils arrivent vers 2h de l'après-midi. On regarde leur formation à eux. Et ce joueur a décidé, comme par hasard, de jouer contre nous avec les noirs au premier échiquier. J'ai dit, bon, tout le travail de la préparation qui n'a servi à rien. Je regarde, moi je joue contre Hans-Peter Schwab, classé 1535. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'il va me jouer? Et finalement, il me joue C4 quand même. J'ai dit, bon, pas le bon adversaire, mais la bonne ouverture que j'ai révisée, ça c'est bien. Alors sur C4, j'envoie ma prépa, j'envoie B6. Alors l'idée de B6, c'est qu'on va mettre bien sûr le fou en B7 et on va jouer pour les cases blanches. Et on va voir ça au fur et à mesure de la partie. Il joue D4. Alors, souvent les joueurs d'anglaise, ils aiment bien plutôt jouer le coup cavalier C3 pour pas tout de suite retomber dans des lignes de pion dame. Mais là, ok, il joue D4, donc on retombe dans le classique du D4 C4, d'une ouverture du pion dame. Je joue fou B7, il joue cavalier C3, et je joue E6. Et là, on a un développement un petit peu à la ouest indienne, il faudra encore le cavalier en F6, mais vraiment l'idée donc de la ouest indienne de mettre le fou sur la grande diagonale blanche. Alors là, j'avais vu 3 coups qui étaient possibles. Le premier, c'est E4, qui semble un coup naturel. On met le pion au centre, on empêche F5, on va en reparler ça aussi dans la partie. S'il avait joué E4, j'aurais joué fou B4. Avec l'idée de me débarrasser du fou de case noire, qui ne me sert pas à grand chose dans cette ouverture, contre son cavalier C3, qui est beaucoup plus important. Admettons un coup comme dame C2, parce qu'on attaque également le pion E4, donc comme ça il le défend. Fou prend C3, B prend C3, et juste un coup comme D6, et de mettre le cavalier en D7 pour contrôler les cases E5 et C5. C'est très souvent contre ça que l'on joue lorsque l'on a les noirs. Ok, je me dis, ça c'est une possibilité, E4, ça me paraît même être le coup le plus naturel. Autre coup, on se dit, ok, fou B4 est une menace. Donc j'empêche avec A3. Ce sur quoi, vu qu'il n'a pas joué E4, je fais mon autre coup, F5. Je vais juste avancer un petit peu dans la position, admettons que les blancs jouent une structure de type catalane, donc cavalier F3, cavalier F6, G3, fou E7, fou G2. Et là, on voit la différence quand même entre le fou de case noire des noirs et le cavalier C3. Ce cavalier C3, il est beaucoup plus important. Il contrôle des cases centrales. Et finalement, ce fou E7, on ne sait pas trop quoi en faire, en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de l'échanger contre ce cavalier C3 lorsqu'on en a l'occasion. Mais je dis, ok, ça aurait été une partie, ça c'était possible. Et un autre coup que j'aurais pu penser, c'est le classique cavalier F3, ce sur quoi j'aurais également joué F5 pour prendre un peu plus le contrôle du centre. Mais mon adversaire a joué un coup assez passif, il a joué E3. Il dit E3, c'est passif dans ce genre de structure. Maintenant, le fou C1, il est bloqué, il n'est pas sorti de la chaîne de pions. Et il n'empêche pas la poussée de mon pion. Donc je fais F5. Qui paraît audacieux, on dit souvent qu'il ne faut pas toucher le pion F. Mais finalement, ce pion F5 avec le pion E6 se coordine parfaitement avec le fou B7. Et si vous remarquez, on a une sorte de dragon miroir.
On a l'habitude du dragon dans la sicilienne avec les pions C5, D6 et le fou en G7. Là, c'est juste le dragon miroir, parce qu'on a le fou en B7 et les pions en E6 et F5, et on va jouer pour ces cases blanches au niveau du centre. Ok, il joue cavalier F3. Je joue fou B4, du coup je profite qu'il n'ait pas joué A3 pour échanger mon fou de case noire contre son cavalier C3. Et là, à mon sens, il va déjà faire une erreur stratégique. Maintenant, il ne peut plus éviter l'échange du fou contre le cavalier. Donc, je pense qu'un coup comme fou D2 ou dame B3 aurait été plus utile pour pouvoir reprendre d'une pièce le cavalier, mais non, il a décidé de jouer A3. Je dis ok, moi je suis content parce que de toute façon j'avais prévu de faire cet échange, donc je fais fou prend C3 et doit reprendre de B. Et sa structure est un petit peu dégradée à L-Dame, il a ses pions doublés, et ses pions doublés vont être très gênants pour la sortie de ses fous. Ok, bon, je continue de me développer tranquille, je fais cavalier F6, et là on voit que je vais gentiment lorgner sur cette splendide case E4. Il joue tour B1. Ok, pourquoi pas, il essaye de mettre sa tour sur une colonne semi-ouverte, il veut peut-être jouer C5, c'est sans doute son idée. Donc j'empêche C5 avec D6, qui est un coup utile, je veux mettre mon cavalier en D7 au prochain coup. Il joue dame B3, et c'est mon premier moment de réflexion. Ok, je peux pas jouer cavalier BD7 comme j'aurais envie de le jouer. Parce que son idée, c'est maintenant de jouer C5. L'idée, c'est que si je reprends ce pion, il peut prendre le pion E6. Et là, il commence à s'infiltrer, ça peut être très très dangereux pour moi. Donc je dois éviter la poussée du pion en C5. J'ai deux coups qui me viennent à l'esprit. Le premier coup, c'est dame E7. Je dis que je contrôle comme ça la case C5 par rayon X, et je protège également le pion E6. Mais finalement, je vois qu'il peut quand même jouer C5 dans cette position. Je peux pas prendre du pion B parce que le pion B est cloué, donc je dois prendre du pion D. Et une fois qu'il reprend, je regardais cette position, dame prend D5, dame prend E6, mais bon, je suis pas emballé par cette position, la dame elle est active, je dois presque jouer dame E7. Vous me connaissez maintenant, j'aime bien garder les dames en milieu de jeu. Je suis pas convaincu par cette position. Mais ici, il y avait un coup, l'ordinateur donne un bon coup pour les noirs, c'est fou E4. Avec l'idée d'attaquer la tour et de se déclouer le pion B. Mais stratégiquement, j'aime pas trop en fait de pouvoir quand même lui laisser C5. Pour la raison que ce fou maintenant, il est libre. Et il va pouvoir jouer l'autre pion ensuite en C4 afin de libérer l'autre fou. Et c'est ça qui est important à comprendre stratégiquement dans la position. J'ai la paire de cavaliers et lui la paire de fous. Ce qui fait que lui il cherche à ouvrir la position alors que moi j'ai pas envie qu'elle s'ouvre justement pour que mes cavaliers aient des socles et puissent contrôler beaucoup de cases alors que ces fous manquent d'espace. Donc du coup, je joue pas dame E7. Et je joue mon autre coup. Dit quand l'adversaire menace de pousser un pion sur une case, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on joue C5 nous-mêmes. Donc je fais C5. Ok, je me dis qu'est-ce qu'il va faire? Il revient en D1. Ok, pourquoi pas? C'est pas forcément une mauvaise chose de faire un aller-retour quand on provoque un coup de pion, parce que les coups de pion sont irréversibles. Et on voit des fois des grands maîtres également faire ce genre de manœuvre, forcer un coup de pion puis revenir en arrière, et finalement le pion qui n'est pas forcément placé là où on le voudrait. Très bon. Ok, je comprends qu'il veut peut-être s'attaquer au pion D6 par la suite, mais ça me fait pas plus peur que ça. Et je joue cavalier B D7. En termes de temps, il lui reste 55 minutes à la pendule et moi 1h12. Donc il a déjà réfléchi beaucoup de temps dans l'ouverture. Moi j'ai aussi pris un petit peu mon temps pour être bien sûr de bien fignoler et d'arriver dans une position où je serai à l'aise stratégiquement. Et là il va déjà commettre, à mon sens, une très grosse faute stratégique justement. Le meilleur coup c'était sans doute de jouer fou D3, de se développer, sur quoi j'aurais fait dame E7, petit roc, petit roc. J'ai une avance de développement, j'ai les tours qui sont liés. Lui, son fou C1, finalement, il sait pas trop quoi en faire. Je dis, ok, bon, ça, il faut encore la jouer, mais j'aime mieux, même beaucoup mieux, la position des noirs dans cette position. Le fou qui mitraille en direction du roi, on peut ramener rapidement un cavalier en E4. Pourquoi pas coulisser la dame puis attaquer sur le roi. Bref, ça, c'est vraiment une position que j'adorerais jouer. Mais il va jouer un coup qui me permet d'encore plus préférer la position des noirs. Il joue D prend C5. Et j'ai vu ça, j'ai fait, oula, mais ça, c'est pas possible de jouer ça. Parce que, ok, je fais cavalier prend C5 maintenant.
Et regardez maintenant, ce cavalier, déjà il est monstrueux parce qu'il n'y a aucun pion qui peut le chasser. Et il contrôle en plus de ça la case E4 pour l'autre cavalier qui ne demande que ça. Regardez juste la différence maintenant. La paire de cavaliers ici, la paire de fous ici. Le fou de case blanche, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Et le fou de case noire, la seule chose que j'ai vue de potable pour lui, c'est de jouer A4 pour fou A3 et d'aller chercher un échange. C'est le seul truc que j'estimais qui était bon pour lui. Je me dis, ok, bon, c'était quoi ton idée? Il joue tour B2. Puis c'est surprenant, il essaye pas de rocker, il joue tour B2. Ok, je vois son idée, ok, il veut jouer tour D2 et se mettre sur cette colonne semi-ouverte et attaquer sur mon pion arriéré. Mais bon, ça me fait pas plus peur que tant, parce que je vais mettre un cavalier en E4, le cavalier va protéger le pion D6, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Et je me dis, ok, bon, il y a quand même des lignes qui sont un peu ouvertes, le centre peut s'ouvrir, pardon, donc je décide de faire petit roc. Ça mange pas de pain de mettre le roi à l'abri, et en plus de ça, je développe ma tour qui est déjà bien placée sur cette colonne F, et j'envisage pourquoi pas de jouer du F4 par la suite. Qu'il essaye de faire quelque chose, il joue cavalier D4, si comme ça, il empêche E5, parce que sinon il peut prendre F5 derrière. Peut-être qu'il veut venir en B5 pour attaquer D6. Mais ok, moi je joue cavalier FE4. Et vous voyez comme je suis à l'aise stratégiquement. Le cavalier qui est magnifique en E4, l'autre cavalier qui est magnifique en C5. Rien que ça en fait, rien que les deux cavaliers. Le fou en B7 qui est également très puissant sur cette grande diagonale. C'est une position de rêve là. C'est vraiment une position de rêve. Et c'est une position que j'avais regardé pendant la prépa. Je m'étais dit, si je peux arriver à ce genre de position, c'est un rêve absolu. Bon, j'attaque son pion C3, donc il le défend de la manière la plus naturelle possible par fou D2. Et on arrive à un moment critique dans cette position, parce que j'essaye de faire éclater la position. Je regarde E5. Je regarde F4 également. J'essaye d'ouvrir un peu, et j'avais essayé de calculer, est-ce que je peux sacrifier du matériel, tenter de faire quelque chose. Puis finalement, je réfléchis une dizaine de minutes et je me dis, mais casse-toi pas la tête à chercher le coup qui fait mal immédiatement. Juste continue de tranquillement le prendre au corps à corps. Déjà là, t'as une grosse avance au point. Pas la peine de chercher les complications trop vite. Et je joue dame H4. Je menace, juste dame prend F2, échec et mat. Donc il doit parer cette menace. Et je pense que le coup... Enfin, quand j'étais en partie, le coup qui me semblait le mieux pour lui, enfin le moins pire, c'était dame E2. Alors dame F3 n'est pas possible pour défendre le pion, parce que j'aurais juste cavalier prend D2, et derrière le fou attaque également la dame, et le fou est protégé par le cavalier. Donc dame F3 n'est pas possible. Par contre, j'avais pensé plutôt à dame E2. Alors moi, ce que j'avais prévu, c'était tour A, E8, et sur cavalier F3 pour chasser la dame, juste je reviens en F6. Et moi, j'aimais bien cette position. À nouveau, je réattaque le pion C3 deux fois. Ma tour qui est bien placée. Toutes mes pièces sont développées. Son roi est encore au centre. Et il n'est pas prêt de s'en sortir. Et c'était ce que j'avais prévu. Je m'étais dit, ok, ça c'est pas mal. Mais sur dame E2, c'est pour ça que je me suis arrêté sur cette position. Il y a un truc assez joli que l'ordinateur préconise. C'est de jouer cavalier D3. Alors s'il fait roi D1, on pourra aller chercher la tour sur échec. Donc dame prend D3. Seul coup. Et là, c'est pas dame prend F2 qu'on aurait très envie de faire qui gagne, mais c'est cavalier prend F2. Et on prépare des échecs à la découverte. La dame est attaquée également, donc il doit sauver la dame. Donc admettons dame E2. Cavalier D3, double échec. Roi D1, cavalier prend B2. Il écarte le roi, on peut venir en A4, on a une case de fuite qui puisait pour le cavalier, qui va pouvoir revenir en C5, il a fait un petit tour de manège et il va pouvoir revenir sur sa case de base. Enfin, ouais, sa case de base, la case C5 sur laquelle il était. Et par exemple, je sais pas, cavalier prend E6, juste on fait tour F6. Là, il y a une qualité de plus, mais le roi, il est tellement faible. Et ça, c'était quelque chose qui était jouable. C'était une jolie ligne de l'ordi, une jolie combinaison, je trouve. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ça. Mais il n'a pas joué ça, il a joué le coup le plus naturel, G3. Mais en fait, G3, je me dis, ok, mais il affaiblit encore plus ses cases blanches. Donc ok, moi, ce que j'avais prévu là-dessus, c'était tranquillement revenir, dame E7. Et maintenant, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu dois gérer maintenant cette découverte. Je menace. Admettons qu'il joue un coup, je peux jouer cavalier prend D2 et je récupère la tour derrière.
il a deux coups, soit tour G1, soit fou G2. Mais fou G2, je peux quand même jouer cavalier prend C3, j'attaque la dame, j'attaque le fou. Donc ça va pas. Donc il a joué tour G1. Et ok, moi je fais juste E5. Et je me prépare à attaquer sur son roi. Après, je vais pouvoir jouer F4 par la suite et tenter de dynamiter. Et là, il va commettre l'erreur décisive. Le mieux pour lui, c'était certainement de jouer cavalier F3. Et après F4, G prend, E prend. J'ouvre les lignes. Et après, par exemple, fou E2, où il essaye un petit peu de colmater cette colonne E. Je ramène encore du matériel avec tour A, E8. C'est compliqué, mais c'est sans doute ce qui lui permettait le mieux de survivre un petit peu plus longtemps. Mais à la place de ça, sur E5, il a joué F3. Et là, il y a un peu tout qui gagne. Cavalier G5 gagne, E prend D4 gagne. Mais j'ai juste fait le plus simple, j'ai joué cavalier prend D2. Et du coup, je vais récupérer le cavalier derrière et je vais gagner une pièce. Et encore, il va faire directement une seconde erreur dans la foulée. Il fallait absolument reprendre de la dame. Et ouais, j'avais un petit peu analysé cette position après prise D4, cavalier D7. Ok, il a perdu une pièce, mais il a pu remettre sa structure de pion correctement. Mais bon, le roi est encore au centre, il y a du tour E8 qui peut arriver. J'ai analysé cette position, je me suis dit, bon, il y a quand même une pièce de plus, ça doit quand même gagner assez facilement. Mais en plus de ça, il va jouer tour prend D2 qui va encore plus me faciliter la tâche parce qu'après, E prend D4, C prend D4, il y a dame prend E3, échec. Et ça fait une fourchette, je vais gagner la tour derrière. Alors bon, j'ai juste avancé un peu, il a joué dame E2, j'ai pris G1. Et terrible pour lui parce qu'il a pris C5, mais même ça n'était pas possible pour lui parce que maintenant, il y a une enfilade avec tour E8. Comme souvent, quand le roi est au centre, il finit par y avoir des tactiques dès que le centre s'ouvre. Et finalement, après 21 coups, Hans-Peter Schwab décide de rendre les armes et d'abandonner dans cette position, puisqu'il va avoir une dame de moins. Ok, une plutôt bonne partie pour la reprise. On voit, hein, j'ai été dominant assez rapidement et puis j'ai pris l'avantage et j'ai jamais lâché l'avantage. Bonne précision également, 93% de précision. Après voilà, certains diront, il avait 400 Elo de moins. Après voilà, c'est quand même des parties qu'il faut gagner. Puis elle a été gagnée, je trouve, avec la manière. Dommage qu'une telle partie, une belle partie comme ça, ne me fasse remporter que 2 points Elo. Mais après, c'est le jeu quand on joue contre des adversaires un petit peu moins forts. Mais je me dis, ok, le niveau de jeu, il est là après la reprise. Et on va essayer de ramener encore plus de points par la suite. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine partie? Et vous le saurez dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.